Et pourtant, on voit une belle cohabitation entre libéraux, socialistes au sein de Benno Bokk Yakaar. Ça va durer, ça va tenir? Ils ont des intérêts politiques à défendre. Et vous pensez que ça va durer? Ça durera le temps des intérêts politiques à défendre ensemble. Maintenant qu'on a passé le cap des élections législatives, quel avenir pour Benno Bokk Yakaar? Je ne suis pas un prophète et je ne peux pas lire dans le marc de café, mais je pense qu'ils ont l'obligation, parce qu'il y a au moins un socle commun qui les unit, c'est les assises nationales. Et que dire des premiers jours de Macky Sall comme président? Je rappelle que vous avez vous-même soutenu sa candidature, notamment lors du second tour. Voilà, que vous inspirent ces premiers jours? Macky Sall élu pour 7 ans, qui ramène son mandat à 5. Comment vous appréciez d'abord ces premiers jours et puis quelles devraient être ses priorités au cours de ces 5 ans? Les priorités sont les mêmes. Les priorités sont les mêmes pour les Sénégalais. Ils demeurent les mêmes. Et la première priorité, contrairement à ce que l'on dit souvent, la première priorité, c'est les réformes politiques. Il faut aller vite. Il faut aller vite faire les réformes politiques, les réformes constitutionnelles qui sont nécessaires et aller vite à l'essentiel. Parce que pour le reste... Pour l'instant, Macky Sall ne l'a pas encore fait, à votre avis? Non. Pour le reste, il y a la réforme de l'administration, de la décentralisation. Il faut accroître les pouvoirs des collectivités locales, y compris par rapport à la meilleure manière de résoudre la question casamançaise. C'est une nouvelle bonne gouvernance sur le plan régional. Mais il y a ces réformes qu'il faut aller vite. Les réformes ne doivent pas traîner et ça devrait être quelque chose qui puisse être conclu rapidement. Je comprends très bien qu'avec une Assemblée nationale, celle qu'il y avait, jusqu'à pendant les 100 premiers jours, il était impossible de faire des réformes ou de les engager. Mais maintenant, avec Benno Bokk Yakaar, il y a vraiment le temps de faire ces réformes. Ça ne coûte pas cher, ça ne demande pas trop de temps et il faut aller vite. En particulier la Cour constitutionnelle, en particulier la capacité d'autosaisine des mécanismes de contrôle et de lutte contre la corruption et la patrimonialisation de l'État, etc. Les autres urgences sont toujours là. C'est le chômage. Nous avons un taux de chômage qui est l'un des plus élevés au monde. C'est un scandale. C'est 4 fois plus, nous avons 4 ou 5 fois plus de chômeurs qu'aux États-Unis ou en France. Alors que 10% de taux de chômage en France, c'est une calamité pour tout gouvernement. Ici, on frôle 50% dans la région de Dakar. Quoi qu'en disent les spécialistes. Donc, il y a cette question. Il y a la question de l'alimentation. Il y a les questions agricoles. Il y a les questions de la préparation des campagnes agricoles. Le Sénégal a eu l'habitude, du temps des socialistes, de préparer très vite les campagnes arachidières. Pas les campagnes agricoles. Alors, il y a l'élevage, les questions de l'élevage. Vous avez les problèmes actuels qui se posent pour le bétail, pour le cheptel sénégalais et pour les pâturages dans plusieurs régions du Sénégal. Vous avez les questions donc de l'alimentation des Sénégalais. Ce n'est pas seulement les questions de denrées de première nécessité, ça va beaucoup plus loin que cela. Il y a les problèmes de l'énergie. Justement, l'énergie, une patate chaude que Wade a cédée à Macky Sall. Vous pensez que le gouvernement sénégalais est branché à la bonne prise pour régler cette crise énergétique? On a vu le retour des coupures d'électricité. C'était prévisible. Ah bon? Les barges et tout l'effort avait été fait pour que, contrairement à Diouf, les délestages ne coûtent pas le fauteuil présidentiel à Abdoulaye Wade. Donc il fallait assurer jusqu'après les élections. Et c'est le cas maintenant. À prix d'or. Oui. Alors maintenant, nous sommes retournés à la réalité des faits. Les questions il y a les problèmes. Une constante. Cette politique la politique de l'électricité a toujours été décidée par le personnel politique. Il faut que l'on prenne l'habitude. La Sénélec est une société d'État, une société stratégique. Elle est extrêmement importante dans l'économie nationale et dans la vie politique nationale. C'est un patrimoine du peuple sénégalais. Alors, que la Sénélec ne soit pas dirigée par la Sénélec,
c'est-à-dire par ses propres dirigeants, mais par des ministres, ça pose problème, à votre avis. De l'autre, les questions d'énergie, les solutions, nous ne pouvons pas trouver rapidement des solutions définitives. C'est pas comme les problèmes de la propreté. Je veux dire, donc les coupures, un grand coup, tout de suite, nettoyer la ville et la ville est propre. Pour les problèmes d'électricité, les solutions sont des solutions à moyen et long terme. Il faudrait qu'on s'attaque aux solutions à moyen terme avec le savoir-faire et les techniciens sénégalais, avec les alternatives qui existent, avec le solaire. On a parlé trop vite du charbon, il faut penser au solaire. Le charbon peut nous coûter cher. Oui, le solaire aussi, le solaire aussi tout aussi cher. Le solaire est cher là où on l'achète. Il y a assez de techniciens au Sénégal pour qu'il y ait des chaînes de montage pour ce qui concerne les cellules photovoltaïques ou tous les intrants nécessaires ou tous les composants qui sont nécessaires pour le solaire. Je dis en passant parce que je ne suis pas historien pour rien, mais dans les années 60, l'université de Dakar, avec les professeurs Faure et Masson, était la première université du monde à élaborer un projet de recherche sur le solaire. En 1960. Dans les années 60. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils avaient besoin de quelques pauvres millions pour continuer leur recherche. Et Mamadou Dia, à l'époque, n'avait pas senti que c'était une priorité. Et c'est devenu aujourd'hui une priorité, oui. C'est devenu une priorité. Si ça avait été une priorité, aujourd'hui, la plupart des brevets pour le solaire seraient des brevets d'origine sénégalaise. Même si, à l'époque, l'université de Dakar était une université française. Elle l'a été jusqu'en 1974. Mais je veux dire, au moins, nous aurions accumulé un savoir-faire et des savoirs locaux. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard et les technologies actuelles sont telles, vous en avez chaque jour la preuve avec la télévision, avec l'informatique, avec la cybernétique, avec l'Internet. Les technologies sont accessibles. Et beaucoup de pays comme l'Inde ont fait des efforts gigantesques. Alors, combiner la diversification de nos partenaires avec une plus-value nationale des chaînes de montage pour des machines-outils et pour tout ce qui concerne le solaire est une perspective ouverte. Parce que l'avenir, c'est le solaire et l'éolien. Yoro Fall, je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire, diplomate, mais également historien, vous l'avez dit tout à l'heure. L'histoire du Sénégal reste marquée par la crise casamançaise. Maître Abdoulaye Wade avait promis de régler le problème en 100 jours. On a vu plusieurs initiatives, dont Foundiougne. Macky Sall en fait également une priorité. On a suivi dernièrement ses déclarations et même sa main tendue en direction du MFDC. L'un des hommes, des responsables de ce mouvement rebelle, notamment Salif Sadio, qui déclare que la paix n'est pas négociable. Par quel bout prendre cette crise casamançaise? Alors, c'est comme pour toute crise. L'expérience que j'en ai. Je rappelle que vous avez travaillé sur plusieurs crises, notamment en Côte d'Ivoire, dans les Grands Lacs également. Au Liban. Oui, au Liban, c'est ça, oui. Et dans le Proche-Orient. Ce que je peux dire, c'est que la marche vers la paix, lorsque la volonté de paix est manifeste, est plus difficile que la conduite d'une guerre ou d'un conflit. Pour la Casamance, il y a des atouts. Il y a des atouts. Les atouts, c'est qu'il y a beaucoup de facilitateurs locaux et beaucoup de facilitateurs étatiques, en particulier la Gambie, la Guinée-Bissau, etc. Vous savez, le Sénégal, je crois, aura à affronter et à trouver des solutions à plusieurs problématiques. Est-ce qu'il faut internationaliser le conflit ou faut-il qu'il reste un conflit sénégalo-sénégalais et la solution sénégalo-sénégalaise? La manière, à votre avis, avec moi, en tant que l'expérience que j'ai, c'est qu'il faut ouvrir les tables de négociation. Il faut ouvrir la voie à toutes les bonnes volontés et à tous les facilitateurs. C'est la meilleure manière. Plus il y a de facilitateurs, mieux c'est.
On a parlé de Sand Eligio, qu'à Dieu ne plaise. Mais il y a d'autres facilitateurs nationaux aussi, connus, qui se sont manifestés. Il y a le collectif des sociocultures de Casamance, il y a le mouvement des femmes pour la paix, etc., etc.